Et tu repartages, ouais. Ouais. Ça, et voilà. Ça doit être bon. Yes, it is. Man. Comment tout va jusqu'à nous, même. Et voilà. Mystère. Bonsoir. Bonsoir. Faut prendre le micro. Hop là. Allez, on l'a fait. 3, 4. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. On va continuer sur la grande traîne Django, évidemment. Et je vous parle de design system. J'y viens un peu, je vous raconte un peu pourquoi, etc. Mais l'idée, après avoir longtemps parlé de design system, pour dire « Ah, les design systems, c'est super, les design systems, il faut en faire, il faut manger, il faut rêver design system, etc. » se pose aussi la question de la gestion du legacy et de comment j'intègre du design system dans un outil qui est déjà existant. Et en l'occurrence, et c'est tout l'enjeu ici, comment j'intègre ça dans un outil qui a déjà 20 ans et que je vais devoir continuer de faire grandir en intégrant quelque chose d'assez moderne que sont les design systems. Alors, on va faire un petit tour dans le passé, parce que c'est comme ça que ça va être le plus rigolo. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Always Data. C'est un hébergeur qui vous permet notamment d'héberger du Python, pas que, mais qui permet notamment d'héberger du Python. Ce qui est intéressant dans le cas d'Always Data, c'est que l'intégralité de la stack est faite en Python, et l'intégralité de l'interface d'administration, qu'on voit là, dans cette merveilleuse capture d'écran, n'est-ce pas, est réalisée avec Django. Je vous passe les détails de tout ça, mais voilà, il se trouve que j'ai travaillé pendant 5 ans pour Always Data, donc je les connais très bien, et je les connais depuis très très longtemps, même d'avant ça. Ça reste des très bons copains. Coucou les copains. Et donc, à l'époque où je travaillais pour Always Data, s'est posé à un moment la question de se dire, OK, il faut qu'on fasse grandir un peu notre interface d'administration qui, à certains égards, est certes fonctionnelle, mais peut-être un peu vieillissante, il faut continuer de la faire grandir, etc. Et donc, puisqu'il s'agissait de la faire grandir, on s'est un peu frotté à la question. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je suis un vieux dino du web, j'ai commencé il y a très, très, très longtemps. Ça va faire bientôt 30 ans. Et voilà, toi-même, tu sais. Et donc, je suis passé par plein de choses. Je suis passé par du design, je suis passé par du dev, je suis passé par du UX, j'ai fait beaucoup de choses. Toujours est-il que ce qui a drivé mon intérêt depuis toutes ces années, c'est le fait de considérer les développeurs et les développeuses comme des utilisateurs et des utilisatrices avant toute chose. C'est-à-dire, OK, certes, on est des profils tech, et voilà, mais avant tout, on utilise des choses. Et donc, la montée en puissance de l'expérience développeur dont on parle depuis quelques années, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup poussé à mettre en place dans les différents postes que j'ai pu occuper, les différentes choses que j'ai pu faire. Aujourd'hui, je suis chez Zenica, je suis directeur de l'ingénierie ici chez Zenica. Et c'est notamment parce que j'ai glané plein de savoir-faire à droite à gauche qu'aujourd'hui, je fais ça, j'espère, plutôt pas mal. Donc, je reviens à mes histoires de l'OS Data, d'interface, de design system, de Django, tout ça. À l'origine, qu'est-ce qu'on a? On a une photo simple on a une UX qui est un peu vieille, qui est un peu vieillissante, il faut qu'on sache la moderniser, qu'on sache en faire quelque chose de nouveau. Il se trouve que Always Data, c'est une petite boîte, même si elle héberge aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers d'instances et de sites, ça reste une toute petite structure, qui est essentiellement composée à 98%, on va dire, d'ingénieurs. Ce ne sont que des profils tech. Et je ne compte pas dedans Héloïse qui est au support, et honnêtement, depuis le temps qu'elle bosse là-bas, je pourrais clairement la considérer comme des profils tech aussi. Donc vraiment, ce ne sont que des techos. Au moment où on enchaîne ça, on a, dans cette petite équipe, un développeur front-end. Et encore, il vient d'arriver. On a enfin décidé de franchir le pas et d'embaucher quelqu'un désigné, vraiment dédié au dev front, parce qu'auparavant, c'est au fur et à mesure qu'on implémente les features, on rajoute les fonctionnalités dans l'interface, mais l'essentiel de l'équipe n'est pas une équipe front-end. C'est des gens qui manipulent Django avec de l'intérêt, et c'est des gens qui font de l'infra. C'est quand même ça, quand même, le cœur de métier de Always Data. Et on n'a rien, même pas un kit UI.
on a CUD, c'est du bootstrap. Donc, on est vraiment à poil, quoi. L'idée, c'est que dans cette code base, j'ai donc du Django, Python. J'ai un système multi-app parce qu'il y a l'interface d'administration, dont je vous ai présenté un magnifique screenshot, mais il y a aussi le webmail, les interfaces de gestion de base de données. Voilà. En tout cas, il y a plein de petites applications qui sont autant de multi-app à l'intérieur de Django qu'il va falloir gérer. Tout est basé sur Bootstrap et un Bootstrap pas des plus récents, pas des plus anciens non plus, mais pas des plus récents. C'est une vieille code base parce qu'elle a évolué avec le temps, mais il n'y a jamais eu de vraie refonte et donc on a quasiment 18 ans de legacy. C'est très bien structuré parce que c'est très bien architecturé, mais quand même, ça reste du legacy. Et j'ai un peu d'API qui sont disponibles, mais pas partout et pas pour tout. Donc, alors, qu'est-ce que je peux faire quand j'ai ça? Il faut un peu de confiance. En gros, comment ça se passe au moment où je fais ça? En gros, quand mon agent, mon browser va demander accéder à une requête, typiquement, je veux éditer un setting d'une base de données sur mon hébergement, qu'est-ce qui se passe? J'envoie la requête, elle arrive à Django, Django fait un rendu de page, donc vraiment, il récupère la ressource qui correspond aux settings de la base de données demandée, hein, il rend ça dans un espèce de formulaire, on injecte quelques third parties, notamment des dépendances d'assets, CSS, JS, tout ça, et puis, en parallèle de ça, donc là, c'est des third parties qui sont externes. Et puis, en parallèle de ça, j'ai aussi quelques ressources liées, qui sont les feuilles de style internes de l'OS Data ou les JS internes de l'OS Data, qui sont packagées dans un webpack qui passe par Django Compressor. Hein, et tout ça est injecté ensemble et c'est la page qui est rendue. Et après, quand je modifie mes settings dans mon formulaire et que je valide, bah rebelote, c'est du web à la papa. C'est vraiment, je fais un post et puis ça repart, etc. Et j'ai pas d'API pour faire ça. J'ai des API utilisables, mais franchement, voilà, j'ai que donc très compliqué de repartir de ça et de se dire ok, comment je fonctionne dans ce truc-là. Dans les trucs qui nous cassent les pieds à ce moment-là, Django Compressor, un enfer et j'ai utilisé des packers. Vraiment, c'est un enfer à utiliser. Parce qu'en fait, ça cherche à faire des choses que Django n'est pas censé faire. Voilà. Concrètement, c'est comme Rocket dans Rails, c'est pas fait pour ça. Le front-end, c'est un espace dédié, c'est pas censé être manipulé à la volée par du back-end, etc. En tout cas, ça nous a créé plein d'emmerdes à plein d'endroits. Webpack, c'était très bien, ça vieillit mal, donc voilà, à un moment, il faut changer de candidat. On a plein d'assets externes, des ressources, notamment les bootstraps, les jQuery, etc. Tout ça, c'est des assets externes qu'il faut pouvoir packager, donc c'est de la dépendance. Des feuilles de style qui sont maintenues, encore une fois, par des ingés qui sont plutôt des ops que des front-end. Donc, c'est à peu près rangé, mais bon, il y a des notions de subtilité en CSS qui ne sont pas maîtrisées par l'équipe et je ne leur en veux pas, mais vraiment, ce n'est pas leur cœur de métier. J'ai des scripts inline, parce que des fois, c'est pratique. Je veux dire, c'est jamais que des pages qui sont rendues. Donc, des fois, j'ai un bout de truc dans cette page-là spécifiquement. Bon, j'ai inline un bout de script et puis voilà. Il va falloir gérer ce truc-là. J'ai des scripts externes, parce qu'ils sont appelés à plusieurs endroits, et puis de temps en temps, pour de l'internationalisation, des choses comme ça. Il faut le mettre dedans, c'est un peu le merdier. Et puis j'ai de la data inline, parce que bon, on va pas s'en passer, mais bon, des fois, il faut rendre des charts ou des choses comme ça, donc c'est pratique d'avoir de la data qui est inlinée dans mon HTML et que je peux directement exploiter dans mes scripts inline, etc. Ok. Plus tout le merdier de l'internationalisation en plus. Je pense que je suis au bout de la photo. Ouais, je crois. Allez, et voilà, on va partir de ça, et puis il va falloir faire du moderne avec tout ça. Donc, on va viser la Lune, peut-être qu'on réussira à atterrir à mi-chemin à un moment, mais on va essayer de viser loin. L'idée de ce qu'on veut obtenir à la fin, c'est un design qui est orienté composant. On va arrêter d'essayer de rendre des pages entières, on va rendre des composants et on va agréger ces composants pour constituer des vues. Ces vues pourront être des pages in fine. Donc en gros, on veut des pages qui soient composables, en tout cas des vues composables, et on va essayer de parler de vues maintenant et pas de pages. Ça va nous changer un petit peu. On va essayer de respecter quand même une archi qui est quand même bien foutue, et on va essayer d'avoir une archi aussi bien foutue côté front. Donc il y a un gros boulot de design là-dessus. On va essayer de réexploiter les principes solides quand on fait du craft. Je ne reviens pas sur les principes solides, mais on pourra en reparler après si vous voulez. On va essayer d'avoir une documentation qui soit disponible, parce que je rappelle qu'on a un dev front. Il ne va pas tout faire tout seul, le garçon, il a déjà beaucoup à faire. Donc il va falloir que les ingés puissent continuer à, eux, contribuer les différentes vues front-end. Et donc pour ça, il faut une documentation, savoir comment les différents composants marchent, comment je peux les implémenter dans ma librairie, etc. On va vouloir distribuer les assets cœur et donc vraiment avoir le front d'un côté, le back, APIisation, tout ça de l'autre,
et que l'ensemble puisse être correctement interfacé, mais en tout cas, les core assets sont correctement distribués et isolés. Et donc tout ça, ça va nous créer un écosystème qui va être prêt à utiliser. Donc en gros, une librairie de composants, un système de build qui est adapté à la plateforme, des templates faciles à être exploités, utilisés par les différents ingés qui vont contribuer aux vues, et tout ça dans une expérience développeur qu'on va essayer de la rendre la plus fluide possible et la plus simple possible pour que ce ne soit pas trop compliqué non plus à contribuer et d'aller faire des modifs dans les pages. Voilà un peu l'idée. Donc, l'idée, c'est de le penser pour l'équipe. Donc, on veut un truc qui fonctionne out of the box, pas que ce soit trop complexe, etc. Donc, prêt à utiliser, même quand je veux créer des nouvelles pages, parce que, bon, c'est très bien de, tiens, je modifie un peu la page qui sert à modifier ma base de données, etc. Mais bon, si j'ajoute une fonctionnalité, j'ai rajouté RabbitMQ il y a quelques mois, bon, ben voilà, ça veut dire que c'est tout un nouveau pan de vue qu'il faut développer pour contrôler la feature, etc. Donc, bah, il faut pouvoir bootstrapper des nouvelles vues sans que ça soit une galère et sans que ça retombe systématiquement sur la même personne, parce qu'on ne veut pas faire un spoff du dev front-end. On veut que tout soit inclus, mais on ne veut pas qu'il y ait une surcharge à tout bout de champ, parce que si c'est trop chiant à bootstrapper, c'est un enfer. Et puis, on va mettre le delivery en dehors du scope de Django. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, Django n'est plus responsable de compiler les assets externes, de gérer les assets externes, etc. Tout ça, c'est ailleurs, c'est délivré ailleurs. Mais il faut que ça soit prêt à consommer pour Django pour que ça puisse être intégré dans les pages. Ça, c'est notre objectif pour l'équipe. En gros, qu'est-ce s'appelle Ario? Un design system. Et c'est ça qu'on va essayer de faire. Le problème, c'est qu'un design system, aujourd'hui, si vous voulez le faire sur une app moderne, c'est facile. Vous prenez un React, un Vue, un Svelte, ce que vous voulez, vous le branchez sur une API derrière, et puis après, ça juste marche. J'ai pas d'API, je l'ai pas. Voilà, je l'ai pas, et surtout, je vais pas la faire. Parce qu'en fait, s'il fallait réécrire tout le front de l'OS Data pour pouvoir exposer via API toutes les ressources disponibles, c'est un boulot de l'espace. Donc en fait, on ne va pas choisir cette vue-là. C'est pas la bonne, c'est pas la direction qu'on veut faire. Ce qu'on veut, c'est rester sur Django. On va effectivement pas migrer vers un modèle API first, et on veut se passer de Django compresseur indépendant. Ça, c'est le premier chantier, parce que vraiment, ça crée des irritants et des bloqueurs à plein de niveaux. Donc, sur quoi on va partir pour faire ça? Le premier élément, c'est un outil qui s'appelle Jinjax. Si vous avez fait du React ou du Vue, ou si vous avez fait du JSX, qui est donc cette espèce de syntaxe un peu enrichie du markup HTML avec de la logique un peu JS encapsulée dedans, c'est exactement ce que va proposer Jinjax, mais pour Jinja. Donc, qu'est-ce que ça propose? En gros, ça propose une définition. Vous continuez de faire du HTML classique, il n'y a pas de mystère, etc. Vous pouvez définir des props, comme vous le feriez sur un React, un Vue, un machin comme ça. En gros, les variables que je vais manipuler dans ma page, que vous allez pouvoir directement exploiter à l'intérieur de votre markup, etc. Voilà, je récupère mes éléments, JITER, etc. C'est du Ninja, hein, je n'ai pas de mystère là-dessus. Et en plus, je peux lui définir des ressources externes. Je peux lui dire, bah tiens, tu as aussi des feuilles de style, récupère-les là. Ça peut être interne ou externe. Tiens, je veux du JS, récupère-les là. Ça peut être de l'interne ou de l'externe. Ça, c'est la syntaxe de base JSX. Et donc, converti pour Jinja avec Jinjax. Là où c'est intéressant, c'est que finalement, vous pouvez faire des petits bouts, des petits composants, et vous allez pouvoir agréger ces composants. On retrouve ce découpage component oriented. On est sur quelque chose qui est déjà un poil plus solide. Mais si je fais ça, j'ai que le HTML. Il me faut mon JS. J'ai pas de React, j'ai pas de Vue, j'ai pas un machin qui me maintient un état réactif, etc. Et ce que je veux en plus dans mon interface, c'est un truc qui soit relativement léger. J'ai pas besoin de beaucoup d'interactions JS. Donc on va faire un truc un peu léger et on va viser Stimulus. Stimulus, c'est développé par la même personne qui a conçu Rails au départ, qui a fait plein de choses après en JS, etc. Donc voilà, c'est quelqu'un qui connaît un peu son domaine. Et en gros, ça va se greffer que sur du déclaratif. C'est très proche des premières versions de Vue. Ça va utiliser les data attributes côté HTML pour dire, voilà, ça c'est un contrôleur, ça c'est une target, là j'ai une action, etc. Et après, j'ai un tout petit bout de JS qui me permet de dire, voilà, je crée un contrôleur de type stimulus, et puis j'ai des fonctions qui sont bindées sur des éléments, et après, stimulus va automatiquement faire le binding entre mes éléments dans le HTML et le JS. Et ça va me permettre d'avoir un état réactif qui va être à l'échelle de mon composant. Donc ça me permet de rajouter sur les composants qui en ont besoin, et que cela, le petit bout de JS dont j'ai besoin pour pouvoir faire l'interaction de mon label, ma modification, mon bouton composé, voilà, ce genre de petites choses. Donc, un truc très léger, et ça sera suffisant pour ce qu'on veut faire dans notre interface. Et puis on parlait d'une CSS qui était organisée
3 petits points. On va essayer de maintenir un peu d'organisation et pour ça, on va aller épouser le framework Cube CSS qui est, on va dire, l'exact inverse de BEM, puisque si vous faites un peu de CSS et que vous voyez comment fonctionne BEM, BEM va complètement à l'encontre de la logique de la cascade CSS en essayant de tout respécifier, là où Cube va vraiment suivre le flux de la cascade et dire qu'il y a de l'enrichissement progressif qui se fait au fur et à mesure des composants. C'est beaucoup plus souple à utiliser que BEM. Ça demande un tout petit peu plus de skill en CSS que BEM, mais c'est pas très compliqué d'embarquer les gens. Et comme on n'a pas beaucoup de gens à embarquer, c'est plus simple d'embarquer des équipes sur Cube à ce moment-là, et plus serein dans le long terme que de les embarquer vers du BEM. Ça va être nos 3 gros challengers. Et là, j'ai les 3. J'ai le HTML, le JS, le CSS. Voilà. J'ai adressé les trois piliers de mon rendu dans l'interface. Ça va pas suffire si je veux faire un design system, il va falloir que je le nourrisse d'autres choses. Donc, je vais le nourrir notamment d'un Figma pour pouvoir avoir enfin un vrai rendu de design dans des outils de design pour pouvoir déjà récupérer le legacy. Pour ça, on va utiliser un outil de Figma qui s'appelle HTML2Design, qui est un plugin Figma qui est développé par une boîte qui s'appelle DivRiot, qui est aussi une autre boîte où j'ai bossé, et qui en gros consiste dans Figma à dire, tiens, tu prends cette URL et tu découpes la page en autant d'éléments nécessaires. Et lui va faire la décomposition atomique. Donc, si vous voulez reprendre du legacy et en faire un design system dans Figma, plutôt que tout refaire à la main, bon courage, là, vous avez tout déjà. Et vous pouvez repartir de là comme une base de travail. Hyper solide. On va pouvoir raffiner les composants, on va pouvoir gérer des design tokens, bref, on va pouvoir vraiment faire un design system de tout ça. On va utiliser Vite à la place de Webpack, parce qu'il est plus rapide, parce qu'il est plus souple, parce qu'il permettra de packager mes assets, etc. Il y aura du Storybook pour la documentation live de mes différents composants. Et puis, bon, on va faire un petit workflow autour de tout ça, un peu de gouvernance, un peu d'organisation, de comment on utilise tel élément, etc. etc. Ça, c'est l'objectif final. Le workflow étant l'élément crucial, parce que sinon, ça ne sont que des petits bouts d'éléments, et bon, vous laissez des gamins jouer avec des couteaux, donc l'idée, c'est de rassembler un peu tout ça. À ce moment-là, on a défini un peu cette archi-là, etc. Mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment on va gérer la config. Pour le moment, ce n'est pas très clair, parce qu'aujourd'hui, la config, elle est beaucoup dans Django, fatalement. Et je vais avoir besoin d'y accéder en JS. On ne sait pas comment correctement architecturer nos composants encore. Ce n'est pas très clair jusqu'où on va aller et le découpage qu'on va faire. Comment est-ce que je fais interagir Vite et Django? Ça, je ne l'ai pas. Comment j'utilise mes composants en dehors de Django? Parce que j'ai un Storybook, il faut que mes composants de Nginx, je puisse les avoir dans Storybook. Storybook, ça fait essentiellement du JS. Hein, donc, voilà, comment je fais? Comment est-ce que je vais packager tout le delivery pour la prod? Ça, je ne sais pas encore non plus. Mais à un moment, il faut y aller. Et ce qu'on sait, c'est qu'on ne va pas faire un Big Bang, puisqu'il est hors de question de se lancer dans une réécriture qui va durer 18 mois, et puis voilà, mais on va le faire de façon progressive et itérative. Donc on va le faire petit bout par petit bout, et il va bien falloir démarrer quelque part. Donc, comment on va démarrer tout ça? On va commencer petit, si on veut viser grand. On va commencer par créer une nouvelle app, encore, un nouveau package, au sein de notre gros monolithe Django. Et ce package, ça va être un nouveau package qu'on va appeler UI, et qui va contenir tous les éléments d'UI nécessaires à la construction des interfaces. Ça va notamment héberger toutes les configs, tous les différents petits scripts, helpers, tooling, etc. Les plugins dont on va éventuellement avoir besoin, notamment côté Vite, les templates qui vont être nécessaires, et puis mes composants finaux, évidemment. Et les petits assets à côté, le CSS, le JS, etc. Et je ne vais pas avoir de dépendance aux autres apps au sein de Django. Vraiment, elle est standalone, cette app, elle est dans mon monolithe, mais elle fonctionne toute seule. Je ne veux pas réimporter des templates core d'un autre truc. On arrête avec les dépendances, à tout va. On fait un truc propre. Parce que jusqu'à présent, c'est un peu le merdier, il y en a partout. Donc, on va créer cette fameuse sandbox, petite app de démo. Donc, UI, ça va à la fois contenir et les différents composants, les différentes structures, etc., et une petite démo de comment ça s'utilise. Et on va tout attacher ensemble. Donc, déjà, on va se dire, OK, on va utiliser PNPM pour gérer les espaces côté JS, donc vraiment pour toute la partie front. En gros, une app Django, ça va être un workspace PNPM, donc un package. Voilà. Et j'essaie d'isoler les choses proprement comme ça. J'ai l'interface d'admin, j'ai le webmail, j'ai des mires de login, voilà. Je fais des découpages logiques là-dedans. Je vais créer des plugins un peu custom pour Vite. Je ne vais pas en faire beaucoup, j'en ferai 4. Un qui va être capable de lire depuis Vite la config qui est dans Django.
Donc en gros, toute ma config continue de vivre dans Django. Je mets rien ailleurs, parce que sinon je commence à dupliquer de la config et c'est le merdier. Donc tout est dans Django. Et en fait, ce que fait Vite, c'est qu'il va aller interroger Django pour extraire cette config dans un format JSON qu'il est capable de lire et d'interpréter pour récupérer les petits settings dont il a besoin lui. Sur quel port il faut qu'il tourne, quels sont les chemins des assets, voilà, des trucs de base, mais voilà, des trucs qui permettent à Vite et à Django de parler le même langage. Premier plugin. Deuxième plugin, un truc qui va me permettre d'injecter mes images. Quand vous faites du build d'une app JS, en fait, vous référencez tous vos assets, y compris vos assets graphiques, vos images, vos SVG, etc. Et Vite ou Webpack, ou en tout cas les packers, quand ils passent, ils vont voir, mais comprendre que ce n'est pas un asset JS, que c'est un autre type d'asset. Ils vont faire les bons chemins d'import, etc. Là, je suis dans des templates Jinja. Vite, il ne peut pas savoir ce qui se passe derrière. Donc, en fait, je vais lui faire lire la code base. Je n'ai pas beaucoup d'images, pas beaucoup d'éléments graphiques. Et je vais dire, bah, tu me prends tous les images qui sont dans ce répertoire et tu m'en fais des sprites. Donc, je vais isoler ça dans des sprites, notamment pour les parties SVG. Ça va être un peu plus simple à gérer. Et côté Vite, comme ça, j'injecte juste la sprite finale et je peux faire des références au sein de mes templates Jinja. Et puis, je vais faire un dernier plugin qui va être un petit plugin qui va me permettre de générer un manifeste parce que, je vous montre après, mais je vais avoir besoin de ce manifeste pour aller interroger en temps réel Django depuis Vite pour pouvoir savoir quelles sont les ressources que je dois charger. Ça, c'est la partie custom plugin de Vite. Je vais avoir une partie de config qui est un peu commune à toutes mes apps. Donc, plutôt que de tout réécrire par défaut, je fais une base common config qui va être dans mon package UI et toutes mes apps, après, elles vont hériter de cette config de base. Ça m'évite de tout dupliquer. Je fais juste un tout petit peu de surcharge, app par app, en disant, bah, toi, ton point d'entrée, c'est ça. Toi, tes assets supplémentaires, c'est ça. Je fais vraiment des trucs un peu légers. Et puis, troisième élément, et ça sera la fin de ma glue, j'ai un petit custom tag côté Django pour pouvoir charger les assets que Vite va produire en temps réel. Et donc, en gros, ça fait quoi? Bah, je load ma petite définition, et puis mon custom tag, je lui passe les points d'entrée. Donc, je lui dis, bah, en fait, cette page-là, elle utilise ces 2, 3, 4 scripts JS en entrée. C'est ça qu'il faut que tu charges. Et c'est là que je vais utiliser le manifeste qui est généré automatiquement pour pouvoir savoir quels sont les assets qui ont été buildés par Vite pour pouvoir les charger après dans ma page au fur et à mesure comme des ressources externes. Ça va, je vous tiens encore à peu près là? Ok, super. Il faut quand même un truc qui soit un peu simple. Donc, je vous disais que notamment Vite interroge Django pour récupérer la config. Ça veut dire qu'à chaque fois que je lance Vite, je suis censé lancer un Django qui va se bootstrapper pour pouvoir juste lire la config et l'extraire dans un fichier JSON. Alors là, je flingue le temps de démarrage de Vite parce que Vite, ça démarre comme ça en quelques millisecondes. Et alors, le temps de lancer un Django, de le bootstrapper pour extraire le setting, c'est un merdier. Donc, ce que je fais, c'est qu'en fait, je vais lire les configs côté Django. Je vais générer ça dans un fichier de cache. Et puis après, je compare les M-time des fichiers. Et si la config n'a pas changé depuis la dernière génération du cache, je charge le cache. Ça, beaucoup plus simple. Je l'ai gagné beaucoup de temps dans ça. Je vais aller lire les templates Django pour directement extraire les entry points. Donc, c'est le fameux petit tag Django. Et puis, je vais auto-importer les différents composants que j'aurai définis dans mon Jinja-X. Et là, comme ça juste marche un peu magiquement par défaut. Ce qu'on veut, c'est quand même rester dans une expérience développeur qui soit un peu sympa, notamment pour des pythonistes, parce qu'encore une fois, notre dev c'est des ops, hein, donc ils font avant tout du Python. Donc, je ne vais pas commencer à leur dire, ouais, tu sais, il faut que tu installes aussi PNPM, et puis ça va faire des trucs, et ça. Donc, on va rester côté Django. Donc, on va passer à Poetry pour pouvoir gérer les environnements de façon un peu propre, et l'isolation propre. On va utiliser un truc qui s'appelle PodPoet, qui est un truc qui, si vous ne connaissez pas, qui s'appuie sur Poetry et qui est en fait un task manager. Donc, ça vous permet de déclarer des tâches et ça vous permet de lancer directement depuis votre terminal PO, run, et puis vous lancez le nom de votre task. Et donc, ça va vous gérer vos différentes tâches. Donc, ça va être un PO run dev, et puis ça va démarrer l'environnement de dev, ou un PO build, ou un PO, voilà, etc. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et en dessous, caché derrière PodPoet, il y a PNPM qui va être lancé, qui va instancier les workspaces, etc. Mais les devs n'ont rien à gérer. Eux, ils ont 3 commandes, PO, et ça lance le truc, et l'environnement est bootstrappé pour eux, et ils n'ont rien d'autre à faire. Et ça juste marche tout seul dans l'environnement. Et puis, on va vouloir migrer la code base existante quand même. Donc, l'idée, c'est qu'on ne veut pas tout casser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, partir des différents templates de base qu'on a et déjà tout migrer dans les communs, dans notre paquet UI. On va virer Django Compressor et on va mettre notre petit Vite en place à la place. Donc, donc on va taguer toutes les pages de template, de toutes les vues de rendu, etc. pour chacune des apps. Et ensuite, sur chaque app, on va créer une petite config Vite
propre qui hérite de la base config dont on a parlé tout à l'heure. On va extraire tous les scripts. On va juste laisser la data inline parce que à terme, on fera de l'import avec de la requête de la data, peut-être sur des API points, mais en attendant, elle est là, elle est dispo, j'en ai besoin dans ma vue, je l'utilise et voilà. Donc on ne se prend pas la tête, on fait juste un bloc data qui récupère la data. Et puis on va faire un système de feature flag un peu cheap, où en gros, je vais rajouter des petits flags. L'idée étant de dire que dans mon main.js que ma page va charger, ça va être le même pour chacun des templates de ma vue. Et après, je vais activer ou désactiver des sous-scripts que je vais importer à la volée en fonction de la page dans laquelle je me trouve. Pas idéal en termes de perf à la fin, mais n'empêche que pour migrer la code base progressivement, c'est très bien. Ça vous permet de pas trop toucher au template et d'avoir un truc qui fonctionne pour charger dynamiquement les tout petits bouts de JS dont vous avez besoin. Et comme ça, je sors tout ce qui est inline, je le mets dans des scripts dédiés. Et comme ça passe dans mon packer et ça passe dans mon build vite. Ce qui est déjà beaucoup plus propre. Et puis après, il va falloir gérer la partie delivery. Donc, côté delivery, comment ça va se passer? Pour chaque app, je vais faire passer une instance de Vite qui va builder tous les assets dédiés à l'app. Je vais quand même appuyer sur les collects statiques de Django derrière, parce que tout va être buildé dans un répertoire temporaire. Après, c'est le collect statique qui ramène ça proprement dans les fichiers, les répertoires publics de Django. Et puis, je vais packager ces différentes statiques et je vais publier ça sur un CDN qui est managé par Always Data, puisqu'on a la chance d'être hébergeur. Donc ça tombe bien, nos propres infras. Ça veut dire que derrière, quand je charge ma page, mes statiques ils sont correctement isolés sur un CDN, ça a été buildé, ça a été versionné, et ça, j'ai plus besoin de le gérer dans mon cycle de release de Django. Je peux redémarrer mon instant Django, il n'y a pas de souci. Je peux mettre à jour mes assets de façon segmentée, mais je n'ai plus des trucs qui se marchent sur les pieds où j'ai mis à jour d'un côté une app, j'ai oublié de faire les autres, et du coup, les collects statiques se marchent dessus, et puis c'est pas bon, puis les versions sont pas OK, et puis voilà. Et du coup, le front, il est pété sur une interface sur deux. Ça n'existe plus. Tout est géré proprement dans un delivery isolé. Donc, on va le faire petit à petit. On va bouger toute la code base existante vers Vite. Ça va être un boulot qui va nous prendre déjà quelques semaines. On va rajouter la petite magie à droite à gauche pour avoir l'architecture qui est correctement existante. On va architecturer déjà le package UI pour héberger les composants et on va juste mettre les templates de base dedans. Et puis, on va faire un tout petit composant très simple, un petit mode bouton, un truc, voilà, mais un truc facile à intégrer pour pouvoir commencer un peu la démo, quoi. Comment on va démarrer. Donc, pas un Big Bang, parce qu'une fois qu'on a mis ça en prod, l'interface, elle est rigoureusement identique à ce qu'elle présentait auparavant. C'est la même chose pour les utilisateurs. En revanche, sous le capot, c'est tout neuf et rutilant. Mais ça ne se voit pas côté utilisateur. Le truc, c'est que tout ça, il faut le documenter. Sinon, ça ne sert à rien, c'est pas utilisable, c'est pas exploitable. Donc, pour pouvoir documenter ça, on a parlé de Storybook, j'y reviens, c'est l'outil par excellence aujourd'hui si on veut documenter des composants de design system, puisqu'un design system, c'est ça, c'est aussi de la documentation qui accompagne des composants. Le truc, encore une fois, c'est que ça ne mange que du JS. Et moi, ce que j'ai, c'est des bouts de Jinja-X, donc en gros des templates Jinja, et puis point barre. La question, c'est comment je peux faire ça? Eh bien, il s'avère que Storybook a un mode serveur, je découvre ça au moment où je touche à ça, qui en gros lui dit, quand tu rends un composant, plutôt que de le faire rendre par un React, ou par un Vue, ou par un Svelte, bref, la brique qui est censée rendre le composant, et bien en fait, tu appelles une URL, qui est en fait juste une API REST. Tu lui passes quelques paramètres qui sont les paramètres de ton composant. Donc, c'est quoi le nom de ton composant, c'est quoi les quelques paramètres qui vont avec, etc. Un paramètre couleur, un paramètre, voilà. Et lui, il va builder à partir de là une URL qui va être l'URL, mon composant, le nom de mon widget, les trois paramètres des props qui vont dedans. Il va récupérer le HTML qui est rendu et il va l'afficher dans Storybook. Point. Ça ne fait que ça. Mais c'est hyper efficace. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Moi, j'ai juste besoin d'une petite brique côté back qui est capable de me rendre des composants en Ninja-X et puis basta. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais faire une petite app Flask, pour le coup, comme ça on ne s'embête pas, qui est prête à rendre les petits composants Ninja-X qui vont être extraits directement de mon package UI. Et puis, c'est une toute petite API qui est juste là pour passer les paramètres de Storybook et puis rendre le composant en face. En gros, c'est du composant à ce service, quoi. J'appelle une URL, ça me rend un composant, point. On peut faire un truc hyper malin si on veut faire du web component après là-dessus, mais autre chose. Le problème, c'est que si je fais ça, tout ce que ça rend, c'est juste un bout de HTML. Mais j'ai aussi packagé dans mon Jinja, si vous vous souvenez bien, une petite instruction sur ce composant, il faut charger tel CSS et il faut charger tel JS. Sinon, il manque des bouts quand même.
Les CSS, c'est pas compliqué, on peut les injecter à la volée, et puis bon, ça marche. Le JS est un peu plus compliqué, parce que c'est un petit bout de stimulus qui utilise un composant, etc. Donc on va faire un tout petit middleware Flask, qui en gros va instancier, initialiser dans le contexte global, donc dans Windows, un contrôleur stimulus, et on va lui passer dynamiquement le petit bout de contrôleur qui correspond au composant qui est en train d'être chargé. Et ça veut dire que dans ma page rendue, finalement, je vais avoir mon template HTML, de juste mon composant, les CSS qui sont balancés dedans aussi, mais bon, ça c'est scopé, c'est très bien, et un petit bout de JS qui est automatiquement wrappé dans un contrôleur stimulus plus grand, accroché à la fenêtre. Et ça me permet, dans mon contexte qui est injecté dans Storybook, d'avoir un composant qui a le bon design, les bonnes composantes d'interaction, ça fonctionne bien, c'est propre, il n'y a pas de souci. Donc finalement, c'est juste des petits blocs qu'on assemble les uns avec les autres, comme on ferait sur une app JS un peu moderne, avec du front un peu moderne. On avait déjà toutes les technos qui étaient déjà prêtes, juste elles n'étaient pas prêtes à bosser ensemble, mais elles étaient prêtes. On avait tous les différents éléments. On a quand même utilisé beaucoup de code pour réussir à tout faire marcher ensemble, mais n'empêche qu'à la fin, ça marche, et c'est pas que du POC. On a vraiment un écosystème complet qu'on a réussi à monter, qu'on a réussi à structurer, et qui est prêt à accueillir un design système complet, à faire évoluer une app legacy qui tient à travers le temps. Voilà un peu où on est. On a livré ça, et c'est utilisé aujourd'hui par l'OS Data pour petit à petit, c'est encore en cours, parce que c'est un travail titanesque, mais migrer tout doucement des vues existantes vers un design system sans casser le front existant. Voilà. Si vous avez des questions. Non, c'était pour savoir, est-ce que vous avez envisagé d'utiliser peut-être HTMX et si Ouais. non, pourquoi vous ne l'avez pas? Yes, on a envisagé d'utiliser HTMX, c'était dans les différents candidats qu'on avait au départ. On ne l'a pas fait, alors, si, j'essaie de déterrer mes souvenirs, mais je crois qu'on l'a écarté parce qu'au moment où on a fait ça, donc ça, cette refonte-là, c'est un boulot qu'on a entamé il y a 2 ans. Donc il y a 2 ans, on n'était pas encore tout à fait sûr côté HTMX, de là où ça allait. Et puis, on avait quand même pas mal envie de réussir à conserver une structure Jinja-esque pour pouvoir pas perdre trop les devs qui continuaient à implémenter les différents templates. Et donc, Jinja-X nous semblait être plus aller dans ce sens-là, tout en amenant un peu la souplesse JSX-like, plutôt qu'un truc vraiment orienté composant. Si c'était à refaire aujourd'hui, peut-être ça demandera un tout petit peu plus d'accompagnement de l'équipe, mais HTMX serait probablement un candidat assez pertinent dans le paysage. Merci pour la présentation. Plaisir. Ça vous a pris combien de temps déjà de réfléchir et d'élaborer tout ce que tu as présenté dans l'équipe avant de passer à l'action de la mise en place? Combien de temps ça nous a pris? Alors, vraiment réfléchir à la structure de l'archi, en vrai, je dirais 3 semaines à peu près, 3 semaines, 1 mois peut-être big max, tu vois? Ça a été assez vite. On savait assez vite avec le dev front où on voulait aller, ce dont on avait besoin, ce dont on n'avait pas besoin, ce dont lui avait besoin côté front et ce dont les ops avaient aussi besoin derrière pour pouvoir continuer à développer les pages. Donc le champ d'action était assez clair. On avait peu de choses à aller creuser, fouiller, comprendre, des logiques métiers, des trucs comme ça. Donc en fait, on savait assez vite où on voulait aller. On savait qu'il fallait virer Django Compressor. Ça, c'était impératif. Et donc, très vite, les candidats se sont vite dessinés, tu vois. Et donc, en quelques semaines, on savait à peu près où on allait. Et en gros, ouais, en 3 semaines, on arrive à ce moment où je vous dis, en revanche, à ce moment-là, on ne sait pas, voilà, on sait pas comment on package, on ne sait pas comment on délivre, on ne sait pas. Voilà. Ça, on ne le sait pas. Mais ça nous suffit pour commencer à prototyper un truc, quoi. Ouais, Et donc, voilà. Phase de prototypage, vraiment commencer à créer le package UI, commencer à migrer 2-3 trucs dedans et faire les petits composants custom vite pour Django. Là, il y a un petit mois de dev, je pense, tu vois, à peu près.
parce qu'en fait, on en découvre au fur et à mesure. Tu te dis, ah merde, les images. Bon, bah, je fais des sprites. Après, je fais un truc qui fait des sprites. Bon, voilà, t'as déjà pris 4 jours. Tu vois. Donc, bon, t'as un petit mois de travail dessus. Et après, répercuter ça sur l'intégralité de la code base de toutes les apps. Il y a une douzaine d'apps, je crois, de mémoire, un truc comme ça. Et donc, remigrer, reprendre tous les templates, tout récupérer et tout. Ouais. Là, on est quasiment on a 2 mois de boulot, un truc comme ça. Donc, au total, c'est un chantier qui nous a pris 3 mois et demi, 4 mois, un truc comme ça, je pense. Okay. Avant de livrer vraiment la première itération, ça voilà. y est, c'est en prod, c'est prêt à être utilisé, on peut commencer à mettre des composants dedans. Puis après, voilà, ça. Et après, c'est un chantier de. Tu vois. Ils y sont encore. Oui, c'est encore dessus. ouais. Mais, ok, super clair. Merci. D'autres questions? Moi, j'avais plein de questions, mais bon, là, Parce que je dis non, mais il y a plein de technos que tu as utilisés et tout, au fur et à mesure pour un peu, pour faire un peu tout ton workflow. Mais là, si je résume, en gros, tu as fait un peu tout ce chantier, on va dire, cette opération, c'est surtout pour essayer d'intégrer la partie un peu front ou design system en restant dans une structure Python, Django. Python-like. Et Python en fait, la première idée, c'était de dire, bon, bah, les gars, en fait, on transforme le back-end, tu vois. On fait que de l'API, hein, et puis, limite, on passe sur FastAPI, tu vois, et on oublie Django, tant pis, tu vois, et puis on fait une app React, Vue, ce que tu veux, je m'en fous, et puis voilà, et on fait de l'API first, et puis voilà. Et en fait, le legacy est trop gros, il y a trop de choses à migrer, il y a trop de composants qui, à certains endroits, font quand même des appels, récupèrent des éléments et tout. Vraiment, c'était trop complexe comme chantier, et ça aurait été un chantier titanesque pour tout migrer. Peut-être que ça arrivera à terme, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a de l'API qui est disponible, il y a des API publiques qui sont disponibles pour les clients, et tu peux manipuler ton interface, ton environnement de ton compte, tes comptes Always Data via de la requête API en curl, etc. Et puis, il y a une partie d'API privées qui sont internes au système et qui permettent notamment de gérer toutes les queues de messages sellerie, etc. Donc, il y a déjà des choses, mais tout n'est pas là. À force d'en rajouter, parce que tu as de plus en plus de clients qui disent bah ouais, mais bon, moi j'aimerais bien tout faire via l'API, et puis tu vois, bon, bah peut-être qu'un jour le champ aura suffisamment couvert et puis on pourra jeter tout le front et faire un truc pur React ou je sais pas. Mais on n'en est vraiment pas là. Donc il fallait quand même conserver Django et l'existant, et en même temps, en fait, il y avait une dérive progressive qui se faisait. Déjà, la maintenabilité des CSS devenait vraiment compliquée, la maintenabilité globale du front devenait un peu compliquée, l'interface, elle était un peu vieillissante aussi, il fallait un peu moderniser tout ça, et on n'avait rien, tu vois, c'est ce que je disais au début, tu vois, même pas un UI kit, même pas des règles, tu as une couleur de typo, et puis après, ça s'arrête là, démerdez-vous les gars, quoi. Donc à un moment, si tu te dis, bon, faut qu'on migre vers une interface un peu plus sympa, un truc un peu plus structuré, qui a une consistance graphique entre toutes les apps et tout, bah, en fait, tu n'as pas le choix, c'est un design system, tu vois, c'est un truc qui soit cohérent, quel que soit ton point d'expérience au sein de l'univers Always Data. Et donc, t'avais pas le choix très vite de dire, en vrai, les gars, on va pas refaire 10 fois le même bouton ou 10 fois le même champ libellé avec le risque de duplication de code et tout. Il faut qu'on centralise ça dans une lib de front. Et en fait, très vite, tu te dis, en fait, il faut plus qu'une lib de composants. Il faut un truc qui fonctionne de façon unifiée. Et j'ai encore peut-être une question après, au pire, je te redonne. Déjà, merci pour le petit tip sur Storybook, server mode. Ça, je connaissais pas trop. Hyper efficace. Super bien. C'est pas mal. Attends, c'était quoi mes questions déjà Oui, là, tu as combien là, c'est au niveau de la code base. Après, c'est splitté un peu en microservices ou en micro-app, c'est ça? Alors, non, en fait, ce qui va se passer, pour donner un peu de visibilité sur comment ça marche derrière, en gros, tu as ton Django, il est branché sur des bases Postgre. Ces bases Postgre, elles portent l'intelligence de setup de l'OS Data. Tous les settings sont là. Et après, toutes les apps qui sont intégrées dans le. Donc, l'OS Data, c'est une plateforme as a service. Donc, tu as des environnements tout intégrés. Tu ouvres un compte, tu as accès à des bases de données, des brokers, des services, des accès SSH, etc., etc. Tout ça, c'est sa vie. La config de tout ça vit dans des bases de données, dans une base de données master, si tu veux. Elle est soit exploitée directement par les outils, notamment les résolveurs DNS, tu vois, qui vont lire directement les configs dans le Postgre, soit c'est des configs qui sont injectés directement sur les serveurs. Tu as une mécanique à la Ansible qui va aller lire les configs et qui va injecter tout ça.
Et donc, ce que tu fais quand toi, dans ton interface en tant qu'utilisateur, tu changes des settings dans la base de données, etc., en fait, tu déclenches des queues de tâches qui sont ordonnancées par un celery, et ces queues de tâches vont aller mettre à jour les settings, et après, en fonction des settings que tu as modifiés, rediffuser ça sur les différents parcs de serveurs pour pouvoir installer les configs aux bons endroits, etc. Donc, c'est même pas vraiment une logique de microservice, tu as bien un ordonnanceur de queue qui est donc un celery en dessous, mais tu es plus dans une logique Postgre primaire, secondaire, tu vois, tu écris sur le primaire, c'est dupliqué sur des secondaires qui après rediffusent des configs, etc. Et tout ça ordonnancé par du serveur. Ok. Bah tiens, je ferme. Non, ça fait un peu suite à ce que je t'ai demandé tout à l'heure. Tu parles beaucoup là du coup, potentiellement, il y aura plus d'API, peut-être un moment où vous pourrez passer sur. Du coup, toi, vraiment, à ton sens, même sur une app comme ça qui n'est pas forcément JS heavy, pour toi, il n'y a pas aujourd'hui de réflexion si tu devais redémarrer une app sur le fait de faire une app front séparée avec un framework JS, la version monolithique Django avec par exemple du HTMX, c'est dans presque tous les cas inférieur pour toi à un front-end séparé? Non, ça dépend. En vrai, ce qui est important pour moi à prendre en compte dans ces cas-là, c'est le profil des contributeurs. Il y a très longtemps, allez, anecdote, j'aime bien. Il y a très longtemps, je bossais dans une startup qui s'appelait Cozy Cloud, Feu Cozy Cloud. Et donc, c'était une plateforme où tout était sous forme d'app JS embarqué dans un environnement, dans une plateforme, etc. C'était plein de petites apps JS qui vivaient ensemble. Et au début, c'était un truc très très simple, et puis après, les apps se sont complexifiées, et c'était au moment où React commence à arriver. Et commence à arriver en mode, c'est pas juste un machin présenté à San Francisco, mais ça commence à être un truc où on se dit, OK, en fait, le futur du web va probablement vers ça. Interface réactive, tout ça, blablabla. Et on a plusieurs candidats à ce moment-là. Et notamment une toute première version de Svelte qui est notamment dispo. Et donc, dans l'équipe, qui est une grosse équipe de dev, parce qu'à ce moment-là, on est une soixantaine de dev front, donc c'est quand même un gros pool de dev, tu vois, une belle équipe déjà, en différents streams, mais voilà, se pose la question de, OK, vers quelle techno on va maintenant pour écrire nos apps? Moi, je ne suis pas du tout un fervent défenseur de React à ce moment-là. Je ne suis toujours pas beaucoup encore aujourd'hui. J'ai un peu calmé voilà, il y a des doutes dans mon vin, mais bon, ça, j'aime pas beaucoup la façon dont ce framework est conçu. Et donc, je vais être un fervent militant de non, pas React. On part sur du Svelte, idéalement, c'est génial, ça compile vers du JS natif, machin, c'est super. Un peu drifté depuis, mais voilà. Et en fait, ce qui va finir par emporter l'adhésion à la fin, c'est, bah oui, mais en fait, aujourd'hui, des devs React, t'en trouves, des devs Svelte, R. Et donc, bah, il n'y a pas, tu vois, on va continuer de vivre, de grossir, on est une start-up, les gens vont aller, venir, rentrer. Si on veut trouver des compétences, bah, il faut une techno qui attire du monde, tu vois. Et la communauté React, elle est beaucoup plus grande. Ah, ça, c'est un argument d'autorité pour moi, tu vois. Bien sûr que tu dis, bah oui, ok, t'as raison, ça me fait chier, mais t'as raison, tu vois. Et donc, demain, si on devait reprendre à nouveau ce chantier-là à côté de l'OS Data, non, je partirais pas forcément sur une app full JS, tu vois, même en vue ou un truc comme ça, parce que je pense que les gens qui sont amenés à contribuer aujourd'hui ne seraient pas assez à l'aise avec ça. Là où ils sont très à l'aise à faire du Jinja avec un petit peu de magie dessus, un petit peu de sel, tu vois, et puis voilà. Et en vrai, ces gens-là, eux, ils vont rester. C'est eux qui vont continuer à maintenir la plateforme. Et si on ne veut pas tout faire reposer sur les épaules du seul dev front de l'équipe, oui, bien sûr que tu vas faire en sorte de leur fournir un environnement dans lequel ils sont à l'aise. Mais bon, exploiterait peut-être un peu plus les API que liner la data dans le. Il y a 2-3 petits trucs où ça serait peut-être pas si mal. Allez, une dernière, après on va manger. Ouais. Ouais, bah là, cette fois-ci, c'est pour reprendre ce que tu viens de dire. Et aussi ce que tu viens de dire aussi, en gros, ça dépend aussi des contributeurs à qui va développer de ton équipe en soi. Alors moi, c'est vrai que je suis un peu partagé sur ce point de vue-là parce qu'en gros, je suis toujours. C'est un peu compliqué de choisir parce que je sais que moi, j'ai travaillé aussi dans un écosystème où il y avait beaucoup plus de
pythonistes ou même des data scientists, data engineering. Et c'était un peu compliqué de faire rentrer sur des frameworks web en Python, en JS et tout. Donc, ils sont naturellement tournés vers des frameworks un peu en Python Dash ou Streamlit et tout, etc. Ça fonctionnait bien. Mais dès lors, faut passer un peu le cap, un peu voir sur des problématiques de performance ou même sur des problématiques un peu de maintenabilité de communauté. Là, des fois, faut faire un peu le shift. Et je sais qu'il faut jauger, il faut regarder, ça dépend de la mesure du projet, avec qui tu contribues exactement. Mais je sais que c'est compliqué, mais je sais que parfois, faut switcher vers la bonne techno, même si elle n'est peut-être pas encore connue ou pas. En fait, c'est là que c'est intéressant d'accompagner. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est là que c'est intéressant d'accompagner correctement l'équipe. Et c'est en ça que le design system est un outil qui accompagne vers ça. Et pour moi, il y a une différence fondamentale. Enfin, c'est pas que pour moi d'ailleurs. Il y a fondamentalement une différence entre une librairie de composants et un design system. Une librairie de composants, tu plugues un truc, hein, tu poses des machins dedans, et puis bon, bah, ça marche pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, tu appliques en gros bêtement des logiques qui te sont fournies. Un design system, il a une réflexion qui est plus profonde. Il a une réflexion qui est construite sur ton identité, ce que tu portes, ton sens, etc. Et il est documenté. Et la documentation, c'est un pilier essentiel d'un design system. Sans ça, c'est pas un design system, c'est un UI. C'est la structure, c'est pas que du CSS, quoi. Exactement. Et le fait que on ait là entamé la construction d'un design system avec la documentation qui va bien, le Figma pour porter le design, le storybook pour porter l'interface et les sandbox de test, la documentation technique qui va avec, etc. Bah, ça fait que demain, on veut migrer ça vers une nouvelle techno parce que les équipes sont prêtes et matures pour migrer vers une nouvelle techno. Bah, tu n'as pas grand-chose à changer. À la limite, bon, voilà, tu n'écris plus tes composants en NGIX, tu les écris en HTMX, ou tu les écris carrément en JSX parce que finalement, tu es sur un framework front. Mais ton Figma, il ne change pas, ton Storybook, il ne change pas, les composants qu'ils avaient l'habitude d'utiliser, ils ne changent pas, les props sont les mêmes. Et en fait, tu crées une abstraction qui fait que c'est beaucoup plus simple après de faire des petits pas et d'emmener les équipes en disant, bah, en fait, là, on touche le max, on est capé en termes de perf, etc. Il faut qu'on passe sur une autre techno, mais en fait, le changement, il va se faire à bas coût. Alors que si on avait dû l'intégrer là, cherche pas, on jetait le projet à la fin, personne n'aurait voulu l'utiliser, et je le comprends. Donc c'est aussi, c'est step by step. C'est step by step, et puis c'est de l'éducation. Ok. Voilà. Avec grand plaisir. Alors, on va avoir des petites choses à manger. On va sortir là avec le lac et derrière. On va pouvoir faire ça. Je vais faire ceci ici, faire ça, hop. Et ça, hop, voilà, ok, comme ça. Hop.